Bonsoir à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le thème de la cacheroute des fruits et des légumes, à savoir comment vérifier qu'ils ne sont pas infestés par la présence d'insectes et d'autres créatures qui pourraient les rendre non cachères. On va voir dans un premier temps les principes des règles des Tolaïm. Qu'est-ce qui fait que les Tolaïm, les vers, les insectes sont interdits à la consommation? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'annuler, qu'on ne peut pas se dire, qu'on ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là? Et qu'est-ce qui fait que parfois, oui, on fait comme s'ils n'existaient pas? Ensuite, dans un second temps, on verra ça pour une seconde capsule, on verra plus en pratique quels sont les fruits à vérifier, de quelle façon les vérifier pour les consommer, donc comment vivre ces règles-là, ces halachot au quotidien. Donc tout d'abord, l'interdiction dans la Torah concernant les créatures rampantes nous vient de la parashat Shemini. Al teshaketzou et nafshotechem bechol hasheretz hashoretz al haaretz. Donc ne souillez pas vos âmes avec toutes ces créatures rampantes. Al tittameu bahem, ne vous rendez pas impurs par elles. Venit metem bam, vous en seriez metum tamim, vous en seriez souillés, ou plus littéralement obstrués, abétis par la consommation de ces créatures-là. Donc le passouk est très clair, c'est interdit de manger ces créatures rampantes, dès que c'est shoretz al haaretz. Et quand on parle de créatures volantes, alors là on parle de sheretz haof, d'animaux volants, qui sont non cachères, et quand on parle de créatures aquatiques, alors on parlera à ce moment-là de sheretz hamay, de parasites aquatiques. Là aussi, on rentre dans la notion de shratzim. Dans Masechet Makot, on décompte 4 interdictions de la Torah, ça veut dire qu'il y a 4 mentions dans la Torah où on dit de ne pas les manger, pour la consommation des bêtes aquatiques. Ça veut dire toutes les bêtes aquatiques, crevettes, crustacés, parasites aquatiques, tout ça, quand on en consomme un animal, une crevette, aussi petite soit-elle, ou qu'on en consomme un kazaït, la quantité d'une olive, eh bien on a transgressé 4 interdits de la Torah. Quand on consomme des bêtes rampantes terrestres, pas les bêtes aquatiques, mais les bêtes terrestres, alors à ce moment-là, il y a la notion de sheretz, hashoretz, al haaretz qui s'ajoute, et on arrive à 5 interdits de la Torah. Et quand on parle de créatures volantes, alors là on trouve, la Torah parle de 6 interdits. La Masechet Makot, la Gemara dans Masechet Makot parle de 6 interdits de la Torah. Alors, bien entendu, mis à part les crustacés, on ne consomme pas les parasites comme ça. Alors ça se mange pas tout seul. Hein. Ça se mange pas. On mange pas un cafard, on mange pas des fourmis parce qu'on en a envie. En général, on le fait parce qu'on mange autre chose. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ils vont en Extrême-Orient et pour briser tous les codes, alors elles veulent sentir qu'elles brisent tous les codes, elles vont en Extrême-Orient, elles se mettent à consommer des cafards confits ou des choses comme ça, et c'est soit même pour ressentir un certain avilissement, d'accord, c'est peut-être ce que la Torah veut dire quand elle dit Venit metem bam, mais dans l'absolu, on n'a pas envie d'en manger. C'est pas franchement appétissant, les vers et les insectes. Par contre, ce qui se passe le plus souvent, c'est que par inadvertance, justement, en consommant des légumes, des salades, etc., eh bien, on peut, sans faire exprès, manger un puceron qui s'y trouve. Un puceron, il peut avoir des ailes, il peut ne pas avoir d'ailes. S'il a des ailes, c'est sheretz haof, alors c'est 6 interdits. S'il n'en a pas encore, alors c'est sheretz hashoretz al haaretz, alors c'est 5 interdits. Mais ce sont quand même des interdits graves de la Torah. Et si on ne les a pas bien vérifiés, voilà ce à quoi on s'expose. Et c'est pourquoi il faut se montrer vigilant et rigoureux. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que normalement, quand il y a un aliment non cachère qui se mélange avec un aliment cachère, alors ce moment-là, on commence là à parler de ta'arovet. C'est un mélange, c'est méorav, c'est mélangé. Et normalement, quand il y a ta'arovet, alors il y a ce qu'on appelle la notion de bitoul, d'annulation. Bitoul berov, ça s'annule dans la majorité. Quand il y a un petit morceau de viande, un petit morceau de poulet qui s'est mélangé avec 3 autres morceaux de poulet, d'accord, et je sais que ce premier poulet c'était un poulet taref et les autres poulets ce sont des poulets cachers qui ont été abattus correctement, et bien là il y a bitoul berov, ça s'annule dans la majorité.
et donc les morceaux sont cachers. Alors est-ce qu'une seule personne a le droit de consommer tous les morceaux, ou c'est seulement si on partage? Tout ça, ce sont des questions dans les poskim, dans les décisionnaires, mais en tout cas, il y a une notion de bitul berov, d'annulation dans la majorité. Et quand il s'agit de liquides, de choses qui sont cuites ensemble, alors à ce moment-là, on parle d'annulation à partir du moment où l'interdiction n'est pas ce qu'on appelle notenta, il ne donne pas de goût. D'accord. Et donc, quand on n'est pas sûr, on dit que c'est batel bachishim, on annule dans 60. Par exemple, vous avez une goutte de lait qui tombe dans une casserole de viande. Si la casserole contenait un ragoût qui fait, même s'il y a de la viande dedans, qui est 60 fois supérieur à la quantité de lait qui est tombée dans le ragoût, eh bien, le lait est annulé et la consommation de tout le ragoût est permis. Donc, pourquoi on ne dirait pas la même chose avec les tolaïm? Pourquoi, si j'ai quelques verres qui se baladent dans une immense quantité de salade verte, pourquoi on ne dit pas, bah, écoutez, il y a une minorité, c'est bien moins qu'un 60e, pourquoi je ne dirais pas que ça s'annule dans un 60e? Pourquoi la bête cachée dans le brocoli ne serait pas annulée par la majorité écrasante de cachère? Alors là, ce qu'il faut, pour comprendre cela, c'est aborder le principe de Bria. Alors, le principe de Bria, il est déjà cité par la Masechet Makot, et on dit dans Masechet Makot que, justement, en parlant de ces fameuses interdictions que l'on transgresse quand on consomme une de ces créatures, elle dit, la Gemara, que consommer une seule fourmi, c'est déjà s'exposer à c'est déjà s'exposer à une sanction physique. Alors à l'époque, c'était le Bédine donnait la bastonnade. Eh bien, la bastonnade était donnée pour quelqu'un qui consomme même une fourmi, même si cette fourmi est loin de faire la taille d'une olive, elle ne fait pas kazaït, ça s'appelle achila. Pourquoi? Parce que c'est une bria entière, c'est une créature entière. Et ça lui donne de l'importance, ça lui donne une certaine importance qui fait que ça s'appelle une consommation, ça s'appelle une achila. J'ai mangé une fourmi. Alors, je vous rassure, ça fait 2000 ans que le Sanhedrin ne pratique plus de peine corporelle. Depuis que le Sanhedrin a quitté la Lishkat Hagazit pour justement ne plus avoir à pratiquer la peine de mort, eh bien, il n'y a plus non plus de peine corporelle. Donc on a de l'avance, on a beaucoup d'avance par rapport à Bindater, donc on a annulé la peine de mort bien longtemps avant lui, et donc les peines physiques avec. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interdiction de la Torah donc est transgressée avec une consommation qui est bien moindre qu'un kazaït, bien moindre que la consommation d'une olive, simplement parce que c'est une bria, parce qu'il s'agit d'une créature entière, créature pas nécessairement vivante au moment où on la mange, mais parce qu'il s'agit d'une créature entière. Et alors que normalement, quand on parle de consommation dans la Torah, quand on parle d'interdiction, d'enfreindre une interdiction de la Torah, il faudrait pour cela manger d'abord un kazaït. Donc la bria, la créature, a donc une importance. Et c'est cette importance qui fait qu'une bria ne s'annule pas dans 60, elle n'est pas batel bashishim. Donc c'est ce qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, Siman Kouf en tout cas. Donc qu'est-ce que c'est une bria? Une bria, c'est une créature vivante, entière, et interdite dès son existence. Une fourmi, dès qu'elle est créée, elle est déjà fourmi, et elle est entière, et elle est vivante. Donc un morceau de viande taref, par contre, n'est pas une bria. Donc ça peut, quand j'ai un morceau de viande taref qui se mélange avec deux autres morceaux de viande, il est annulé dans la majorité, dans certaines conditions, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais il y a une notion d'annuler dans la majorité parce que ce n'est pas une créature vivante et interdite dès le départ. Par contre, il y a d'autres exemples de bria qui sont rapportés dans le Shulchan Aruch Siman Kouf. Vous avez une fourmi, bien sûr, c'est le premier exemple dont on a parlé, un oiseau non cachère, c'est un oiseau entier, qui dès son existence n'est pas cachère, un œuf qui contient son oisillon, c'est un œuf qui est non cachère, là il a son importance de bria. Dans tous ces cas-là, eh bien, il y a une principe que ce n'est pas annulé dans la majorité, il n'y a pas de bitul berov. Un grain de blé, est-ce que un grain de blé c'est bria? Eh bien, étant donné que ce n'est pas vivant, c'est un végétal, ça n'a pas l'importance de bria et ça s'annule, même si ça fait l'objet éventuellement d'une marloquette rishonim,
Il y en a qui disent que c'est... Il y a un Tana qui dit que le blé ne s'annule pas, mais bon, ce n'est pas une notion de bria. Il a voulu dire que ça devrait être bria. Les Chachamim pensent qu'un végétal n'est pas bria. Alors vous avez par exemple des... Alors oui, mais c'est pas interdit du blé. Alors il peut y avoir un grain de blé qui est interdit dès le début de son existence. Par exemple, c'est du blé qui a poussé dans une vigne. Alors il y a un problème de ce qu'on appelle kil haïm. Et donc, il est interdit dès qu'il a poussé. Donc, peut-être que dans ce cas-là, ça ne va pas se mélanger. Quand ça se mélange, ça ne va pas s'annuler. Il n'y aura pas de bitul berov. Mais il n'y a pas de statut de bria. C'est la conclusion des Tanaïm. Dans Masechet Makot, il n'y a pas de statut de bria pour un grain de blé. Et le nerf sciatique, il a un statut de bria. Le nerf sciatique, si on fait cuire la pâte arrière de la bête avec son nerf sciatique, eh bien, le nerf sciatique n'est pas annulé. Bon, en tout cas, ce sont la situation de bria à laquelle on est confronté le plus souvent, c'est certainement celle des insectes qui pourraient se trouver dans les fruits et les légumes qu'on achète. Donc, étant donné que ce n'est pas annulé, il faut s'assurer, avant de consommer un fruit, qu'il n'est pas infesté. Alors, est-ce que certains insectes n'ont pas le statut de bria? Est-ce que c'est possible d'annuler les insectes en les coupant? Puisqu'on a dit que bria, c'est quand la créature elle est entière. La créature elle est entière, elle ne s'annule pas. Peut-être que si je broie les insectes, alors je vais pouvoir annuler leur statut de bria et ainsi les annuler. Donc par exemple, j'ai des fraises. Je sais que quand il fait chaud, on peut voir des visiteurs se balader dessus. Hein, c'est surtout si elles ne sont pas de la toute première fraîcheur, mais disons qu'elles sont elles sont mangeables. Mais on est en été, on est dans le marché, il y a des visiteurs sur les fraises. Est-ce que j'ai le droit de prendre ces fraises-là et d'en faire une purée de façon à être sûr que les insectes soient annulés, ce qu'on appelle battel berov, ils sont annulés dans la majorité. Alors il y a un deuxième principe qu'il faut comprendre, donc on a vu le principe de bria, on a vu le principe de bitul berov, et il y a un autre principe qui est celui de en mevatelin isur lechatrila. Quand je sais que quelque chose est interdit, je n'ai pas le droit de sciemment l'annuler, de sciemment faire en sorte que l'interdit disparaisse. Alors l'exemple classique, c'est j'ai par exemple du jus qui est non cachère, qui s'est mélangé dans une casserole, et il y avait plus qu'un soixantième. Alors j'ai 10 centilitres qui sont tombés dans 500 millilitres. 10 centilitres de non cachère dans 50 centilitres. Donc j'ai pas un soixantième. Là, c'est clair que j'ai pas un soixantième. Est-ce que je peux rajouter du cachère de façon à annuler le non cachère qui s'est mélangé? C'est ce qu'on appelle mevatel isur lechatrila. Eh bien, c'est interdit. C'est interdit d'être mevatel isur lechatrila. Et il y a un débat entre les acharonim dans Yoredea si je l'ai fait et si je l'ai fait, est-ce que ça marche? C'est même pas sûr que ça ait marché, puisque je sais d'emblée que c'est assour, qu'il y a un interdit, et que même si je veux le faire, c'est possible que ça marche pas. Donc en mevatlim isur lechatrila. Quand je vois qu'il y a des interdits, j'ai pas le droit de broyer pour annuler le issour. Donc si maintenant je prends des fraises dont je sais qu'elles sont infectées et que je les broie, eh bien ça correspond à cette situation d'annuler sciemment le issour. Donc je ne peux pas broyer volontairement. Si par contre j'ai nettoyé le légume et a priori il n'y a rien, maintenant je crains qu'il en reste peut-être et qu'il y a la notion de bria à ce moment-là qui m'empêche de pouvoir consommer ces aliments, ces légumes, ces fruits, et bien là, hein, le fait de les broyer, ça rend beaucoup plus, ça nous permet d'être beaucoup plus permissifs, puisque même s'il s'en trouvait, même s'il y avait des insectes, puisque je n'ai plus qu'un doute maintenant, même s'il y avait de ces insectes, même s'il en restait un ou deux, peut-être qu'il a été broyé, et donc il a été annulé grâce à ce mélange. Donc, il est donc annulé dans la mixture. Donc je ne peux pas annuler sciemment un interdit, mais si j'ai seulement un doute, si j'ai seulement une crainte, alors le fait de broyer, évidemment, ça facilite les choses, ça rend
ça rend l'interdiction beaucoup, ça permet d'annuler l'interdiction dans certains cas. Mais les khatrila, quand je sais pertinemment qu'il y a un issour, là j'ai pas le droit de le faire. Donc là, la deuxième notion, c'est en mevatelim issour les khatrila, on n'annule pas sciemment un issour. L'autre principe qui peut être surprenant, surtout de nos jours, en fait c'est surprenant déjà depuis le 19e siècle, c'est le principe de parish. Alors dans ma Masechet Choulin, les Chachamim, ils font la dracha suivante concernant les créatures des eaux. Ils disent que les Sheret Samaim, ces fameux parasites aquatiques, ces fameuses créatures aquatiques, sont interdites Bayamim ou Banechalim. Dans les mers, Yamim ce sont les mers, quand on appuie sur le même, ou Banechalim est dans les fleuves. Ce qui laisse entendre que ça veut dire que dans les mers et les fleuves, les seules créatures qu'on a le droit de consommer sont les créatures qui sont dotées d'écailles et de nageoires, donc les poissons cachers. Toute autre créature, crevettes, crustacés, parasites aquatiques, sont interdites dans les mers et les fleuves. Alors le fait qu'on précise Bayamim ou Banechalim dans les mers et dans les fleuves, ça fait dire aux Chachamim, ça veut dire aux sages, que dans les eaux stagnantes, alors même ces parasites-là seraient permis. C'est-à-dire si j'ai dans des eaux stagnantes des parasites qui se sont développés dans l'eau stagnante, eh bien la créature est permise. Donc j'aurai le droit de boire directement dans cette eau, même s'il y a des parasites dedans. Alors, le Rama, il précise que s'il y a un dégoût à aller boire, alors il y a une notion de balteshaketsu. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'interdiction liée à la créature elle-même que ça veut dire que c'est permis. Il peut y avoir un problème de balteshaketsu. Ça veut dire balteshaketsu de pas justement faire quelque chose qui inspire l'écœurement. Voilà. Donc ça peut être un autre problème. Et il ne faut pas non plus qu'il y ait un problème de sakana. Un problème de sakana, de danger sanitaire. Donc s'il n'y a pas de danger sanitaire et que ça ne dégoûte pas, eh bien on aurait le droit de consommer ces créatures tant qu'on les consomme dans l'endroit où elles se sont développées. En revanche, dès qu'il y a déplacement, ça veut dire dès que la créature a été retirée de son milieu, et même si elle y est retournée, elle devient interdite. Donc ça veut dire retirer la créature, j'ai pas le droit de manger la bestiole, de retirer la bestiole et de la manger. Ça, c'est assourd. Par contre, je peux boire l'eau, et même s'il y a des bestioles dedans. Bon, c'est surprenant, mais les Chachamim ont exactement la même dracha à propos du Sheretz al Haaretz. Ça veut dire que une vermine qui a rampé sur la terre est interdite. Mais si elle s'est développée dans le fruit, ça veut dire elle n'existait pas avant d'être dans le fruit, elle s'est développée dans le fruit, ou elle s'est développée dans le fromage, hein, on va peut-être parler de ces fromages-là, eh bien, tant que la bête ne s'est pas séparée du fromage pour y entrer à nouveau, elle est permise. Donc ça voudrait dire que les fameux fromages sur lesquels des acariens se sont développés, les fromages qui bougent tout seuls, ne posent pas de problème de tolaïm. Les tolaïm, en tout cas, sont cachers quand ils sont mangés avec le fromage. Bon, dans la mesure où le fromage, lui aussi, est cachère. Parce qu'il y a d'autres règles concernant la cacheroute du fromage. Mais si on arrivait à faire une production cachère de ces fromages véreux, eh bien, le verre en soi n'est pas problématique. Il serait cachère lui aussi. Donc, bien entendu, si j'ai retiré le verre du fromage, le verre est interdit. Il est ce qu'on appelle parish. C'est ça le principe de parish. Donc, alors ça nous paraît illogique, ça nous paraît surprenant, mais certainement que ces drachot des Chachamim sont liés à la conception qui était de mise à l'époque. À l'époque des Chachamim, on pensait qu'il y avait ce qu'on appelle la génération spontanée. Ça veut dire que les parasites peuvent se développer spontanément dans ce milieu-là. Donc ils font partie. Le parasite fait partie du fromage. Le parasite, il fait partie de cette flaque d'eau. Donc, elle n'a pas un problème de cacheroute. C'est seulement dans Yamim ou Nechalim, où les eaux sont justement mouvantes, qu'il y a un problème. Donc, certainement que c'est lié à cette conception scientifique, mais il faut comprendre que même si la conception scientifique de génération spontanée est complètement passée depuis des siècles, pour certaines créatures, c'est depuis des siècles, pour d'autres créatures, c'est depuis plus récemment dans l'histoire. Mais en tout cas, même si c'est scientifiquement
ça ne tient pas, même si la conception de génération spontanée ne tient pas, la halakha reste la même. Alors pourquoi c'est comme ça? Comment c'est possible? Eh bien, on peut répondre à cela par un principe qui est développé par le Aruch HaShulchan, justement, et ça va être le quatrième principe qu'on apprendra dans cette vidéo. L'onitna Torah les malaché hacharit. La Torah n'a pas été donnée aux anges de service. Ça veut dire que la Torah n'a pas été donnée à des laborantins équipés de microscopes électroniques. D'accord? Ce que la Torah demande, c'est de vérifier à la mesure de ce qu'un être humain équipé de ses yeux peut faire. Ça veut dire, si tu observes le fruit et qu'à l'œil nu, tu ne constates pas, avec une vérification rigoureuse à la lumière, mais à l'œil nu, tu ne constates pas de tolaïm, eh bien c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc, ça explique aussi pourquoi les Chachamim considèrent que eh bien, la bête qui se développe toute seule dans le fromage ou la bête qui se développe toute seule dans la flaque est cachère, elle fait partie du fromage, d'accord? Puisque je n'ai pas vu comment une autre bête a pu pondre un œuf, il n'y avait pas d'œuf, je n'ai pas vu ces choses-là, d'accord? Donc c'est du fromage lui-même que la bête est sortie, donc ça explique le fait que halachiquement on peut considérer la génération spontanée, même si scientifiquement ça ne tient pas. Donc, et ça explique aussi pourquoi, même si il se peut qu'il existe des vers, même s'il se peut que des vers se trouvent sur un aliment, sur un fruit, mais que j'ai besoin d'une loupe ou que j'ai besoin d'un microscope pour pouvoir les déceler, le fruit reste parfaitement permis. Et le ver, c'est comme s'il n'existait pas, il n'a pas d'existence halachique. Un ver, une tolate n'a d'existence halachique que dans la mesure où il est visible à l'œil nu. Je peux déceler un mouvement, que je peux déceler une teinte différente, etc. à l'œil nu. Si à l'œil nu on ne voit rien que le fruit, eh bien c'est cachère. Et enfin, dernier principe à retenir, En leotzi laz ala rishonim, c'est le Rav Moshe Feinstein qui a rendu une tchouva où il explique pourquoi il a refusé d'interdire catégoriquement et plus publiquement certains fruits et légumes. Il a dit, si maintenant je me mets à interdire tel et tel fruit en public, eh bien je serai en train d'affirmer que toutes les générations passées qui, elles, se permettaient de consommer ces fruits-là, étaient des fauteurs. C'était des fauteurs, c'est des gens qui ne faisaient pas attention à la halakha, etc. Et donc non, en est aussi laz à la rishonim, on ne peut pas donc interdire un fruit ou un légume de façon systématique, mais plutôt apprendre à les choisir et savoir comment les vérifier convenablement, et c'est ce qu'on fera Bezrat Hashem dans une prochaine vidéo. Au revoir.